Donc ici, on va vous présenter donc, le télescope Einstein. D'abord, je me présente moi-même. Je m'appelle Marc Kenten, je travaille à l'Eurégion Moselle-Alpes. Je suis aussi le représentant de la province de Liège là-bas et je collabore avec le bureau de projet qui est à Maastricht, le bureau de projet Einstein, dont les représentants sont là dans le coin et qui m'ont demandé gentiment de faire la présentation aux côtés de Philippe Orban en français. Nous allons vous donner un certain nombre d'informations, c'est ce que la bourgmestre a déjà indiqué. On a déjà fait de par le passé toute une série de présentations, souvent plutôt à un échelon, c'est-à-dire de l'administration, des décideurs politiques, des communes, et souvent est venu sur la table de la part notamment de Marie Stassen. Ce serait quand même pas mal d'amener cette information-là aussi aux citoyens, pour les impliquer, je dirais, et leur montrer un petit peu ce que c'est. Parce que finalement, comme on l'a dit, ça va impacter quand même la région. L'impacter, on l'espère, dans le bon sens, et pas nécessairement uniquement retenir les éventuels inconvénients. Voilà, donc ici, comme vous voyez, on va vous présenter exactement ce que le télescope Einstein est, ce qu'il va réaliser et le pourquoi on le construit, que va faire le bureau de projet EMR du télescope Einstein dans ce cadre-là, et vous présenter évidemment la campagne de forage qui va démarrer dans les prochaines semaines. Voilà, je donne d'ores et déjà maintenant la parole à Philippe Orban, qui est hydrologue à l'Université de Liège. Donc oui, moi je m'appelle Philippe Orban, je suis hydrogéologue à l'Université de Liège. Mon job est de travailler sur le sous-sol et plus particulièrement sur les ressources en eau souterraine. Et ça fait maintenant 3 ans que je travaille aussi sur le volet télescope Einstein et sur le volet exploration du sous-sol. Aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer quelque chose qui n'est pas notre job habituel, c'est celui de vous expliquer ce qu'est le télescope Einstein et ce que sont les ondes gravitationnelles. Alors, le télescope Einstein, c'est quoi? C'est un détecteur d'ondes gravitationnelles de 3e génération. Alors, les ondes gravitationnelles, c'est quoi? Ce sont des oscillations de l'espace-temps qui sont générées par des grands événements qui existent dans l'espace, comme les collisions entre étoiles, la fusion des trous noirs. Et ces ondes gravitationnelles, elles voyagent dans l'espace, et chaque fois qu'elles atteignent un objet, elles vont le déformer très faiblement. Et donc nous, ce qu'on va chercher à observer à l'échelle de la Terre, c'est cette très faible déformation. Et en enregistrant cette très faible déformation, on va obtenir des informations sur ce qui s'est passé, ce qui se passe dans l'univers. Et le but, c'est d'essayer de mieux comprendre cet univers, d'observer une portion d'univers auquel on n'a pas accès grâce aux autres types d'observatoires et aux autres types de télescopes. Or, en pratique, le télescope Einstein va servir à détecter des très très faibles mouvements du sol qui sont générés par le passage de ces ondes gravitationnelles. Or, pour faire ça, on va devoir avoir des instruments ultra sensibles et qui vont être très peu perturbés par l'environnement dans lequel ils sont placés. Et c'est pour ça qu'on va placer ce télescope Einstein à grande profondeur dans le sous-sol pour éviter toutes les vibrations qui existent à la surface du sol, qui existent naturellement ou qui sont engendrées par notre activité. Par exemple, quand vous roulez en voiture, vous générez un tout petit mouvement du sol et on essaye de s'affranchir de ces mouvements-là en se plaçant à grande profondeur. Alors, le principe de fonctionnement du télescope Einstein, ça va être des cavernes placées à environ 250 mètres de profondeur qui vont être reliées entre elles par des longs tunnels de 10 km. Et donc on va former comme ça un triangle avec 3 tunnels de 10 km. Dans les cavernes, dans les cavités, on va placer des instruments de très haute précision, notamment des lasers, et les lasers vont servir à mesurer la longueur des tunnels et à mesurer les variations dans la longueur du tunnel. Et pourquoi est-ce que la longueur de ces tunnels pourrait varier? Simplement parce que les ondes gravitationnelles passent et modifient légèrement la structure du sol. Donc c'est un peu ça l'idée, des cavernes, comme celles qui sont représentées ici, et des longs tunnels. Or, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dedans? En fait, il faut savoir que les ondes gravitationnelles, c'est quelque chose qui avait été prédit il y a environ un siècle par un monsieur très célèbre qui s'appelle Albert Einstein, et c'est pour ça qu'on appelle ça le télescope Einstein. Et jusqu'il y a environ 9 ans maintenant, c'était
premières ondes gravitationnelles ont été découvertes en 2015, ont été observées en 2015, c'était quelque chose qui était resté très théorique. Et donc, en 2015, pour la première fois, on a observé réellement les ondes gravitationnelles. Et là, c'était le succès fou dans la communauté scientifique. Tout le monde s'est réveillé en disant « Waouh, on a enfin prouvé que ça existait. Il faut maintenant qu'on ait des instruments hyper sophistiqués pour pouvoir les détecter plus précisément et pouvoir les détecter en grand nombre pour mieux comprendre l'univers. » Et c'est à partir de ce moment-là que les scientifiques se sont lancés dans cette grande aventure du télescope Einstein et du développement de cette infrastructure. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour développer le télescope Einstein? C'est un environnement relativement calme, que je vous disais, on va chercher à détecter des très faibles variations, très faibles mouvements du sol, et donc on a besoin d'un environnement qui est très calme, et on a besoin d'un environnement scientifique de très haut vol. Et d'avoir ceci dans la région ici de la région Meuse-Rhin, et n'est pas les seuls. Et donc pour le moment, il y a deux régions qui sont candidates et qui sont en train de préparer un dossier de candidature pour le télescope Einstein. Il y a notre région et il y a la région en Sardaigne. Pour le moment, on est chacun en train de préparer notre dossier de candidature et on essaye de monter le meilleur dossier possible en explorant le sous-sol, en faisant toute une série d'observations, et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui dans la seconde partie du talk. Je vous disais, on va essayer de mesurer des choses très très petites. Et pour vous donner un peu une idée, vous avez ici un des plus grands lacs qui existent aux Pays-Bas. Si vous ajoutez une goutte d'eau dans ce lac, la hausse du niveau du lac provoquée par l'ajout de cette unique goutte d'eau, c'est quelque chose qu'on va chercher à mesurer avec le télescope Einstein. Donc on va chercher à mesurer quelque chose qui est très 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 petit. Vous voyez ici, j'ajoute la goutte d'eau, juste pour le fun de la petite vidéo, et surtout ici, plate zéro. C'est-à-dire qu'on va essayer de descendre à quelque chose qui est très 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 petit. Alors pourquoi la région Meuse-Rhin? Pourquoi notre région est-elle intéressante? Alors d'une part, on a un sous-sol qui est relativement unique. Madame la bourgmestre l'a dit, il a été exploité pour d'autres choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir revenir chez nous. Mais le sous-sol chez nous, il est intéressant pour deux choses. D'une part, si on se dirige vers l'est de la zone, on va avoir une couche géologique relativement neuve, des terrains relativement neufs, des terrains récents. Des terrains qu'on appelle dans le jargon des géologues, des terrains du Crétacé et du Cénozoïque. Ce sont des terrains qui sont relativement meubles, relativement mous, et donc qui vont absorber toutes les eaux qui existent en surface. Et donc tous les bruits que nous on génère à la surface du sol, ils vont être atténués par cette couche-là. Et en profondeur, sous cette couche qui est moins résistante, on va avoir des terrains qui, eux, sont très durs. On va avoir des roches très résistantes et qui, elles, sont vraiment super intéressantes pour pouvoir les construire des infrastructures. On doit construire des tunnels, on doit construire des cavernes, et pour ça, on a besoin de roches très résistantes. Et donc, on a la chance de combiner ces deux types de roches qui sont vraiment un atout majeur pour le télescope Einstein. À côté de ce volet géologique, évidemment, on est dans une région avec une situation très intéressante d'un point de vue technologique, puisqu'on est entouré de centres de recherche de haut niveau. Maastricht, Aachen, Liège, Louvain. On a ici pas mal de secteurs de pointe dans le domaine notamment de l'aérospatial. Et on a ici déjà des instituts de recherche qui collaborent aux préparatifs. Il y a déjà eu plusieurs projets européens, notamment le projet ITEST, auquel j'ai participé, dans lequel on a travaillé sur préparer ce dossier de candidature de l'Eurégion Meuse-Rhin. Alors, évidemment, quand on est venu avec cette idée de développer le télescope Einstein, on a dit, oui, c'est bien beau, ça va coûter un peu d'argent, mais qu'est-ce que ça va rapporter à la région? Et donc, on a fait une étude économique, et des études économiques qui vont se poursuivre pour savoir ce que ça peut apporter à la région. Et donc, on a pu montrer, grâce à cette étude économique, qu'un euro qui serait investi dans les télescopes Einstein rapporterait à l'Eurégion Meuse-Rhin entre 3 et 4 euros. Or, ce serait notamment au travers de la construction du télescope Einstein. Vous voyez qu'il y aura 34 000 années personnes de travail pendant la phase de construction, 5 000 emplois directs pendant la phase, 500 emplois directs pendant la phase de fonctionnement,
qui est prévu pour durer sur 50 ans, et toute une série d'emplois indirects. Et l'enjeu est également d'établir une coopération sur le plan scientifique et technique entre nos trois pays, Belgique, Pays-Bas et Allemagne. Alors, le télescope Einstein, c'est aussi une superbe occasion de favoriser le secteur technologique et le secteur de l'innovation dans différents domaines. Par exemple, dans le secteur du contrôle, secteur de l'optique. Le télescope Einstein, ça va être un laser, un signal laser qui va être émis, qui va être réfléchi sur des miroirs de très haute précision qui vont être placés dans des chambres qu'on appelle à température cryogénique, donc à très très basse température, pour justement éliminer toutes les vibrations induites. Donc tout ça, c'est vraiment un secteur de très haute technologie qui va être favorisé et dans lequel on va pouvoir continuer à investir et vraiment développer les atouts de la région. Le secteur des lasers, le secteur des détecteurs, le secteur des matériaux, le secteur des algorithmes, du code informatique et ainsi de suite. Les industries et les PME de la région sont déjà sur la balle, pour le dire comme ça. Il y a déjà pas mal de sociétés qui ont montré leur intérêt. Par exemple, dans la région liégeoise, il y a le Centre spatial de Liège qui est déjà pleinement actif dans le développement des technologies télescope Einstein. Il y a la société Amos, que vous connaissez peut-être, qui est une société qui développe notamment des miroirs pour tous les télescopes existants dans le monde. C'est vrai donc pour des grosses entreprises, c'est vrai aussi pour des plus petites PME. Par exemple, il y a une PME de Herve, pas très loin de chez vous, pas très loin de chez moi non plus, mais je viens de Fléron, qui a bénéficié d'un budget pour faire de la recherche dans le domaine du développement de software pour la visualisation 3D. C'est une société qui s'appelle Mirli, ils ont bénéficié comme ça d'un budget pour travailler sur ce volet et qui serait utile dans le télescope Einstein pour visualiser par exemple les infrastructures souterraines de manière 3D sans devoir les construire et sans devoir entrer dedans, donc en les visualisant a priori. Comme on disait aussi, il y a déjà plus de 100 millions d'euros de projets de recherche qui ont été financés, et notamment vous avez ici les logos des 3 grands projets qui ont été lancés, donc Einstein Telescope, et c'est dans ce cadre-là qu'il y a déjà une série d'investigations qui ont été menées dans la région. Peut-être pour ça que vous avez déjà vu des gens habillés avec des vestes jaunes qui réalisaient des forages, notamment il y en a réalisé du côté d'Aubel, on a fait pas mal de prospection géophysique du côté d'Ombourg, Beusdal, et donc on a déjà été dans la région les 3-4 dernières années pour essayer d'avancer sur ce volet du télescope Einstein. Oula, ça avance trop vite d'un coup. Désolé, j'ai un peu spoilé la fin de la présentation. Donc le télescope Einstein, c'est aussi et déjà 2 laboratoires permanents de recherche et développement. Un au niveau de l'université de Maastricht, c'est E.T. Pathfinder, et un au niveau du CSL et de l'université de Liège. Donc 2 labos dans lesquels on fait déjà de la recherche de très haut niveau pour le télescope Einstein pour tester toutes les technologies et tous les instruments qui vont être placés dans l'observatoire souterrain. Donc au sein des grandes cavernes, on va placer des lasers, des miroirs, des grandes chambres cryogéniques, et tout ça est déjà en cours de test et de développement dans ces 2 grands laboratoires de recherche. Et donc il y a déjà des scientifiques qui sont en train de travailler sur ces technologies de haut niveau, ici dans la région liégeoise et dans la région de Maastricht. Alors une des questions qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi et qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, ce télescope Einstein? Eh bien, pour répondre à ça, on peut prendre l'exemple du CERN. Le CERN, je ne sais pas si vous connaissez le CERN, c'est un grand laboratoire de recherche qui existe en Suisse, dans lequel on fait beaucoup de recherches de physique nucléaire et ainsi de suite. Eh bien, ce laboratoire souterrain, qui est aussi un laboratoire souterrain, au départ, c'était vraiment aussi de la recherche purement scientifique. Et pourtant, ça a conduit à beaucoup d'innovations, et beaucoup d'innovations qui nous entourent
à l'heure actuelle. C'est de l'innovation en termes d'Internet, c'est de l'innovation en termes d'écran tactile, c'est de l'innovation dans le domaine de la santé. Par exemple, tout ce qui est protonthérapie, c'est quelque chose qui dérive de recherche qui, au départ, était la recherche fondamentale dans un grand laboratoire de recherche souterrain. Donc l'idée de ce télescope Einstein, c'est au départ, c'est de la recherche pour comprendre ce qui se passe dans l'univers, mais c'est également de développer des technologies qui vont pouvoir nous être utiles à nous dans le futur, et je dis à nous, à vous. Je vois qu'il y a plein de jeunes enfants ici dans la salle et c'est vraiment super chouette. Le télescope Einstein, c'est surtout pour vous, parce qu'on va mettre un peu de temps pour le construire, on va mettre un peu de temps pour l'exploiter, donc c'est quelque chose qui va être construit pour les 50, 70, 80 prochaines années et ça va fonctionner pendant toute cette période-là. Alors, la zone de recherche du télescope Einstein, c'est la zone qui est entourée ici avec le cercle intérieur, donc le cercle en Poitiers intérieur. Et on voit apparaître ici les communes plus en relief de Aubel, Plombières et Welkenrad. On a mis celle-là en évidence simplement parce que c'est dans celle-là qu'on va avoir des forages qui vont être réalisés l'année prochaine, enfin 2024, donc cette année déjà, donc dans les mois à venir. Alors le deuxième cercle qui est autour, c'est ce qu'on appelle la zone de protection. C'est la zone dans laquelle, pour le moment, il y a un moratoire sur une série d'activités qui génèrent du bruit au sens sismique du terme, donc c'est-à-dire qui génèrent des vibrations, et dans lesquelles, pendant la période d'investigation du projet, on va essayer d'éviter de développer des projets qui pourraient nuire au projet du télescope Einstein. Donc, par exemple, là, dans cette zone-là, il y a un moratoire sur le développement des éoliennes à l'heure actuelle, pour éviter que la construction d'éoliennes ne vienne à un moment mettre à mal la possibilité d'accueillir le télescope Einstein dans notre région. Alors, j'en ai fini sur cette première partie sur le télescope Einstein. Je vais repasser la parole à Marc et puis je reviendrai vers vous pour vous parler de la nouvelle campagne de forage. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, voilà, vous avez sûrement déjà beaucoup de questions dans votre tête maintenant. Et ça, je vous prie de les garder jusqu'à après la présentation. Je vous expliquerai comment on va procéder pour la deuxième partie de soirée. Ici, justement, toutes ces informations, toutes les questions, les interrogations que vous avez, c'est à ça que sert notamment le bureau de projet Télescope Einstein, EMR, qui a la chance de vous présenter ici et d'organiser conjointement avec la commune cette présentation. Alors, le bureau de projet n'a pas que ça comme mission, ou du moins c'est une de ses grandes missions, c'est de pouvoir répondre à toutes vos interrogations, aux vôtres, mais aussi aux interrogations du politique, aux interrogations des scientifiques, etc. Et d'établir, de construire un dossier qui pourra tenir la route et qui pourra être présenté au niveau européen pour éventuellement valider la candidature de l'Eurégion-Meuse-Rhin comme site pour accueillir le télescope Einstein. Donc, comme dit, c'est des études de faisabilité au niveau du télescope Einstein. Comme mon collègue l'a déjà dit aussi, il y a beaucoup de recherches qui doivent encore être faites pour être sûr et certain que le télescope Einstein puisse effectivement être installé dans notre région. Alors, les défis sont effectivement énormes. Il y a la recherche, effectivement, comme vous l'avez vu, il y a une grande zone de recherche qui est quand même développée dans une région qui est heureusement quelque part très calme, mais qui nécessite encore beaucoup d'exploration. Il y a aussi, mais ça j'y reviendrai après, la problématique, d'un côté, c'est quelque part des conditions très favorables pour l'établissement du télescope, c'est qu'on vit dans une région qui est très calme, qui a, bon, fatalement vous avez un magnifique paysage, mais surtout c'est très calme, il n'y a pas de grosses industries, pas de grosses infrastructures qui peuvent générer, je dirais, des problèmes. Ça, c'est le côté favorable. Maintenant, il ne faudrait pas non plus que le télescope Einstein vienne perturber tout cet écosystème qui existe. Ça, j'y reviendrai. Donc c'est pour ça que le bureau de projet est là aussi pour analyser et trouver des solutions pour minimiser le plus possible tous les impacts de la construction éventuellement du télescope Einstein si la candidature était validée. Oups. Alors ici, vous avez une ligne du temps sur comment le déroulement devrait se faire. Donc en 2024,
Ici, on est toujours dans la partie d'exploration. 2026, il y aura donc un bitbook, c'est-à-dire le projet en tant que tel va être déposé avec tous ces éléments, toutes ces annexes pour être à ce moment-là soumis aux côtés de la Sardaigne à une commission qui va à ce moment-là prendre une décision au niveau ministériel européen de se dire, ben voilà, on choisit tel ou tel site. Et ça devrait être en 2026. 2028, si tout va bien, on va commencer la construction. Construction, ça va prendre un certain temps. Et ça devrait normalement se terminer en 2035 avec l'ouverture et la mise en fonction du télescope Einstein. Et ce, au moins pendant 50 ans. C'est-à-dire que pendant 50 ans, comme on l'a dit, comme Philippe Orban l'a déjà dit précédemment, pendant 50 ans, on pourra pratiquement garantir que dans toute la zone, ça va rester relativement calme, tranquille. Il n'y aura pas de grosses infrastructures, je dirais, style mine ou grosses éoliennes qui pourraient venir perturber cela. En 2085, oui, il est marqué démantèlement avec un point d'interrogation parce qu'en fait, on ne saura pas, non, on ne peut pas maintenant prévoir qu'est-ce qu'on va faire en 2085. Si ça se trouve, le CERN, par exemple, connaît de constantes évolutions au niveau de son infrastructure et il n'est pas impossible que de nouvelles technologies puissent peut-être prendre la place de ce qui aura été élaboré maintenant. Alors ceci, c'est un graphique un petit peu complexe, mais je ne vais pas vous expliquer le tout en long et en large, juste vous signaler, voilà, comme vous voyez, vous avez au niveau européen, au niveau de la Flandre, de la Wallonie, de l'Allemagne, de la Hollande, toute une série de structures qui ont été mises en place afin de justement préparer cette candidature au mieux. Donc à tous les niveaux, niveau ministériel, niveau administratif, etc., il y a des collaborations qui se font pour justement travailler à la réalisation du meilleur cahier de charge du projet possible. Alors, les forages qui vont bientôt avoir lieu, fatalement, il y a toute une série d'éléments qui sont issus de la recherche. Il y a tout un travail au niveau de la géologie, de la géomécanique, de l'hydrogéologie, et tout cela, ça accompagne avec la campagne de forage et de géophysique qui va avoir lieu en 2024 et qu'on va vous détailler un petit peu plus tard. Alors, je ne vais pas tout détailler. Ce que je veux réellement vous communiquer comme information, c'est qu'on est conscient qu'on est dans une région très particulière, que ce soit au niveau paysager, que ce soit au niveau de la qualité de vie des habitants, et que fatalement, tout va être mis en œuvre pour analyser tous les impacts possibles et imaginables et minimiser autant que possible l'effet. Alors, un exemple en particulier, comme vous le savez, il y a donc la commune de Plombières, aux côtés d'ailleurs de la commune d'Alem et d'Aubel, sont rentrés dans un projet qui est le parc paysager du Bocage, un projet qui avait été initié par la Flandre, avec les Fourrons, mais auquel participent finalement 3 communes francophones. Et le but du parc paysager du Bocage, c'est de garantir, je dirais, la pérennité du paysage de votre région. Et fatalement, on collabore, le télescope Einstein et le parc paysager du Bocage collaborent ensemble. Ce sont 2 projets finalement qui se sont rencontrés déjà à plusieurs reprises et qui se sont rendus compte qu'en fait, ils peuvent se renforcer l'un l'autre. Alors, comme je vous ai dit, on est bien conscient, je dirais, de l'importance du paysage et de votre région. Il y a énormément de zones Natura 2000. Il y a des zones dites de tranquillité, il y a des réseaux naturels, il y a des prises d'eau, des captations souterraines et des nappes phréatiques, et tout cela doit être pris en compte par la construction du télescope Einstein. Et ici, vous avez encore les infrastructures, par contre, qui génèrent effectivement un certain nombre de pluies qu'on doit prendre également en considération. D'où l'importance d'avoir pour le moment une zone de protection assez large.
il est bien clair que pour le moment, toutes les infrastructures, parce que c'est probablement une des questions que vous posez, il y a déjà des infrastructures style les autoroutes, les chemins de fer qui sont déjà réalisés, mais tout cela est déjà pris en compte dans l'élaboration du télescope Einstein et dans les recherches qui pourraient éventuellement être effectuées là-bas. Alors, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, les éoliennes et les exploitations minières sont absolument, au stade actuel en tout cas, totalement incompatibles avec le projet Einstein. C'est pour ça que la région wallonne, d'ailleurs, avait ordonné, donc via son ministre, autant le ministre Borsu que la ministre Tellier, avait lancé une mise sous cocon, je dirais, de la région concernant la création encore d'éoliennes. En tout cas, jusqu'au moment où on décidera de la candidature qui sera acceptée soit ici en Eurégion-Meuserin, soit en Sardaigne. Comme je vous l'ai dit, on essaiera évidemment de minimiser au maximum les nuisances pendant la construction. Et pour cela, il y a un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre d'ailleurs. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait déjà pratiquement 100 millions qui avaient été injectés dans différents projets pour préparer, je dirais, la candidature du télescope Einstein. Il y a aussi des projets qui vont analyser l'impact et chercher des méthodes éventuellement de minimiser au maximum, je dirais, tout l'impact de la construction. Notamment, et ça c'est un exemple, il est clair que faire passer, bon, il y aura énormément de tonnes de gravats qui vont être déterrés des tunnels. Une partie pourra être réutilisée éventuellement sur place pour consolider et être utilisée comme matériau de construction également, mais il y aura une partie qui va devoir être déplacée. Et il est clair qu'il n'est pas question de déplacer toute cette marchandise, tous ces gravats, je dirais, par camion. Et par exemple, une des solutions, c'est le chemin de fer. Voilà, pour le reste, ici, c'est un petit peu le rôle du bureau de projet Einstein. C'est aussi tout ce qui concerne la communication, le développement de brochures. D'ailleurs, il y a un certain nombre de brochures qui seront mises à disposition ici. Des campagnes d'information, comme par exemple cette soirée-ci, on va la répéter de manière régulière. Il est clair aussi que le bureau de projet souhaite rester en communication constante avec le citoyen. Notre but, c'est justement plutôt de les emmener avec dans ce projet plutôt que de les laisser de côté. Je pense que vous êtes les premiers impliqués et les premiers concernés, je dirais, par cette construction. Donc il est logique d'entrer en communication avec vous pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Il est bien clair, et ça je ne l'ai pas dit au début, vous aurez probablement un certain nombre, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais on ne saura pas répondre à tout pour le moment. C'est pour ça que je dis qu'il y a un certain nombre de projets qui sont en cours pour amener justement ces réponses et vous les donner. Voilà, on va passer à la campagne de forage qui se prépare. Et pour ça, je cède la parole à nouveau à Philippe. Merci. Donc effectivement, moi je vais vous parler de la campagne de forage 2024 qui est en cours et qui va commencer dans les semaines à venir. Cette campagne de forage, elle va cibler principalement à investiguer la zone qui est représentée ici en orange sur le slide, qui est ce qu'on appelle en géologie la structure de Bose-Valdieu. C'est une structure géologique au sein de laquelle on voit réapparaître à plus faible distance de la surface des roches qui sont très résistantes, qui sont des roches du Famenias, des grès, principalement des grès et des quartzites. Donc c'est vraiment cette structure-là qu'on cherche à cibler et qu'on cherche à identifier, qu'on va chercher à investiguer dans les mois à venir. Alors, cette structure du bloc Valdieu, on sait qu'elle existe, elle était décrite précédemment dans la géologie, dans la littérature géologique, mais elle a été déjà investiguée dans les 2-3 années passées, notamment au travers du projet Aterre-Guitest, et notamment via des techniques d'imagerie géophysique. Vous avez par exemple ici une image du sous-sol sur une ligne qui va quasiment d'Aubel jusqu'en aval de Valdieu. On a déployé tout un réseau de câbles électriques pour essayer d'identifier ce qu'il y a dans le sous-sol sur 300 mètres ou 400 mètres de profondeur. Or, la campagne de forage 2024, ça va être 11
11 forages, 4 en Flandre, 3 dans le Limbourg néerlandais et 4 en Wallonie. 4 en Wallonie qui vont se répartir de la façon suivante, 2 sur la commune de Plombières, 1 à Welkenrad et 1 à Aubel. Or les forages, pour imaginer ce que c'est, en gros, c'est on va se placer sur un terrain, on va occuper une place qui va faire entre 50 mètres de large fois 50 mètres de longueur, et pendant 5 à 7 semaines, on va occuper cette zone-là et on va faire un trou vertical dans le sol. Le but de ce trou vertical dans le sol, c'est d'essayer d'identifier quelle est la géologie en profondeur. Alors, on va, après avoir fait le trou, entre guillemets, on va réaliser une série de tests dans cet ouvrage pour essayer de caractériser la roche. Or, ces tests, ça va être d'une part descendre des instruments, par exemple une caméra, aller visualiser ce qui se passe dans le sol, ça va être introduire des capteurs, et ainsi de suite, et pour caractériser à un endroit particulier le sous-sol. Alors, on va également, pendant ces campagnes, essayer de minimiser les nuisances. Minimiser les nuisances, ça va être minimiser le bruit, ça va être minimiser la pollution, et notamment, donc, on va travailler avec des techniques qui sont les plus à la pointe en termes de forage. Notamment, on va travailler avec des machines de forage qui sont des machines électriques et des machines avec lesquelles, si on doit travailler avec des machines diesel, des machines avec lesquelles on va minimiser la production d'oxyde d'azote. Et on va notamment travailler avec des techniques de récupération comme on a sur les moteurs diesel, avec l'AdBlue qu'on a maintenant dans nos moteurs diesel pour minimiser la production d'azote. Alors, les forages vont être principalement réalisés sur des propriétés privées. Les contacts ont déjà été établis pour la plupart des sites de forage, donc si vous n'avez pas été contacté, c'est que ce n'est pas chez vous. Les communes ont chaque fois été contactées, il y a eu des contacts qui ont été pris, les demandes d'autorisation spécifiques pour chaque forage ont été réalisées, et chaque fois on va communiquer sur ces forages. Alors je vais maintenant passer en revue l'ensemble des forages. Premier forage qui va être réalisé, c'est à Hombourg, sur la route, le long de la route qui s'appelle Bunder. On va travailler là-bas sur un forage qui va faire 250 mètres de profondeur, si je ne me trompe pas. On va travailler avec une technique de pré-forage avec une machine qui sera une machine diesel, et puis un forage électrique. On va tenir compte de la proximité de la zone Natura 2000 pour minimiser les nuisances. C'est un des premiers forages qui va démarrer, vu qu'il va démarrer dans 1 semaine et demie, donc autour du 4 mars. Déclaration de classe 3 que vous allez voir apparaître dans chacun des slides, c'est simplement la demande d'autorisation qu'on est obligé de faire à la commune. C'est quelque part, c'est la demande de permis qu'on doit faire, mais comme on est dans le cadre d'un forage de reconnaissance géologique, la demande de permis est relativement limitée, et on peut se contenter de faire une déclaration qui est dite de classe 3. C'est la législation wallonne qui fonctionne comme ça. Deuxième forage qui va être réalisé ici en Wallonie, c'est sur Gemenich. À nouveau, le consentement du propriétaire a été obtenu, le forage sera réalisé rue de Terstraten, une déclaration de classe 3 a été introduite, un forage électrique pour minimiser à nouveau les nuisances, un démarrage prévu le 9 avril. Troisième forage, on va être au sud de la commune d'Aubel. Et là, on est encore en train de discuter avec les différents propriétaires pour identifier le site exact. L'accord de la commune a été obtenu. À nouveau, toutes les demandes d'autorisation ont été réalisées, ou vont être réalisées. Démarrage prévu le 25 avril. Dernier forage en Wallonie pour cette phase de forage, c'est un forage qui sera réalisé route Lecker sur la commune d'Henri-Chapelle. Le site définitif est toujours en discussion avec les différents propriétaires potentiels. Démarrage prévu le 2 mai. Donc vous voyez que ça va se succéder relativement vite avec ces différents forages. L'idée est de finaliser l'ensemble de ces forages pour l'automne 2024. Alors en plus de ces forages, on va également réaliser toute une série d'études complémentaires, et notamment des campagnes de prospection géophysique. La prospection géophysique, c'est quoi? C'est des campagnes qui vont vous permettre d'investiguer le sous-sol, mais cette fois-ci sans faire des trous partout.
En gros, on va disposer des instruments à la surface du sol et on va enregistrer des signaux. Et ça va nous permettre de reconstituer une image du sous-sol. C'est un petit peu comme quand vous allez à l'hôpital, vous faites une IRM de votre cerveau. Le médecin, après, vous montre des super images de votre cerveau sans être entré à l'intérieur. L'idée de la prospection géophysique, c'est un peu la même chose. On dispose des équipements à la surface du sol, on enregistre un signal et on va comme ça pouvoir reconstituer la structure du sous-sol. Or, l'idée, c'est de faire ici des campagnes de mesure dites électriques. On injecte un peu de courant dans le sol et on regarde comment il se répartit dans le sol. Des campagnes sismiques. On va faire bouger un tout petit peu le sol et on va regarder comment ce signal se propage dans le sous-sol. Or, l'idée, c'est d'avoir une idée de la structure du sous-sol, notamment de repérer les niveaux de fracture et ainsi de suite. Alors, un volet très important, c'est tout ce qui est volet gestion de l'eau. C'est un volet qui me tient à cœur, c'est celui sur lequel je travaille plus particulièrement. On est ici dans une région, on est en région wallonne, où l'eau souterraine a une importance énorme en termes d'approvisionnement de l'eau. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'oublie absolument pas. Et donc, en plus de ces forages, on va également réaliser une série d'investigations sur les ressources en eau, savoir où on en trouve, en quelle quantité, comment est-ce que cette eau bouge dans le sous-sol et ainsi de suite, quelle est sa qualité. Or, tout ça va servir à alimenter les études pour voir quel pourrait être l'impact potentiel du futur télescope Einstein sur la ressource en eau et voir comment on pourrait au mieux gérer la ressource en eau. Et on a déjà commencé à travailler sur cette thématique. Et vous avez par exemple ici le résultat, ça c'est un modèle, donc une représentation mathématique des eaux souterraines de la région qu'on a développé depuis 2 ans pour essayer de mieux comprendre les eaux souterraines de la région de l'Eurégio-Meuse-Rhin et de voir potentiellement quel pourrait être l'impact du futur télescope Einstein sur ces ressources en eau. J'en ai fini, je pense que je repasse la parole à Marc qui va vous expliquer comment va fonctionner pour la suite de la soirée. Voilà, ici déjà, vous avez la possibilité de vous abonner à la lettre d'information du télescope Einstein. Là, de manière régulière, toutes les nouveautés, les nouvelles informations seront continuellement, je dirais, mises à jour. Et donc, en utilisant le QR code, vous pouvez y accéder directement et vous y inscrire. Alors, comment est-ce qu'on va fonctionner ? Ne tracassez pas, je vais le faire très court, parce qu'on va faire une pause maintenant d'une dizaine de minutes. Je vous prie de bien garder toutes vos questions en tête. On va se répartir, mes collègues et moi, dans la salle avec différentes tables thématiques, et on sera disponible à ce moment-là pour répondre à vos questions. Juste après la pause, je me permettrai de vous présenter les différentes personnes, de vous présenter les différentes tables et les différentes thématiques qui seront, je dirais, qui vous seront proposées. Et vous venez à ce moment-là simplement aux différentes tables avec vos questions. Et on essaiera de répondre aux questions auxquelles on a une réponse. Quand il y a une question à laquelle nous ne savons pas répondre maintenant, honnêtement, on vous le dira. Et on vous dira simplement, oui, c'est encore en question, ou c'est peut-être même une question à laquelle on n'a pas pensé. À ce moment-là, ce sera l'occasion pour nous d'y réfléchir et de vous apporter plus tard, justement, une réponse adéquate. Donc voilà, je vous propose 10 minutes de pause. On se retrouve ici. Je reprendrai le micro une dernière fois. Je vous présenterai les différents collègues et les différentes tables thématiques. Et à ce moment-là, on sera à votre disposition pour le restant de la soirée. Merci.